Le matin fatal du 18 mai 2001. En ce matin du 18 mai 2001, à 6 heures précises, l'aube commence à percer timidement au-dessus des arbres. Le calme règne encore dans la petite commune normande de Saint-Jacques-sur-Darnétal. Seuls quelques chants d'oiseaux résonnent d'au loin. Mais soudain, un crépitement inhabituel brise cette tranquillité matinale. Les routes de campagne demeurent pratiquement désertes à cette heure. Pourtant, Thierry Borin est déjà debout. Ce chauffeur routier doit prendre la route de bonne heure pour respecter ses horaires. Son trajet habituel traverse les champs et passe devant une grange construite en bois et en tôle ondulée. Ce matin-là, de petites cendres noires se déposent sur son pare-brise. En approchant de cette portion de route, Thierry comprend rapidement la raison de ce phénomène. La grange est en flammes. Il gare immédiatement son camion sur le bas-côté, active ses feux de détresse et descend précipitamment. L'homme s'approche prudemment du brasier pour vérifier qu'aucune personne ne se trouve prisonnière des flammes. Il tend l'oreille, mais n'entend que le craquement du bois qui cède sous l'intense chaleur. Aucun appel au secours ne parvient à ses oreilles. Aucun mouvement de panique n'est visible. Malheureusement, l'incendie fait déjà une victime, un cheval qui brûle vif sous les yeux horrifiés de Thierry. Et bien que ce dernier ait immédiatement contacté les pompiers, ces derniers arrivent trop tard pour sauver le pauvre animal. Cet événement tragique n'est que le point de départ d'une affaire criminelle bien plus sombre. Une histoire qui pourrait vous mettre en colère contre certaines défaillances du système judiciaire. Les premières découvertes. La grange de Saint-Jacques-sur-Darnétal n'est plus qu'un amas de cendres. Des poutres carbonisées et des morceaux de métal tordus par la chaleur jonchent le sol. Les pompiers ont maîtrisé l'incendie, mais déplorent la perte du cheval piégé dans les flammes. Une fois la zone sécurisée, les soldats du feu et les policiers fouillent minutieusement les gravats. Ils soulèvent les planches à la recherche d'autres victimes, cette fois humaines. En effet, une petite voiture grise carbonisée stationnait devant la grange. Son propriétaire demeure introuvable. Les autorités ne peuvent donc pas éliminer l'hypothèse que le conducteur du véhicule ait également péri dans les flammes. Ce n'est qu'après un long moment de déblaiement que les enquêteurs obtiennent enfin une réponse à leurs questions. Une fois les décombres évacués, les policiers progressent vers ce qui semble être le foyer de l'incendie. Là, ils découvrent un cadavre humain allongé sur le dos. Ce corps a été entièrement consumé par le feu, rendant toute identification visuelle impossible. Seuls les bijoux de la victime ont résisté aux flammes. Une alliance ainsi qu'une chaîne en or. Ces effets personnels sont récupérés par les policiers qui comptent sur eux pour établir l'identité de la victime. L'identification de la première victime. Dans ce cas précis, les policiers n'auront finalement pas besoin des bijoux pour identifier le défunt. En effet, la grange était louée par un certain Jean-Jacques Roussel qui l'utilisait pour abriter ses chevaux. Le fils de Jean-Jacques Roussel, prénommé Julien, se rend justement sur les lieux après avoir appris que l'abri avait brûlé. Les policiers en profitent pour lui montrer l'alliance et la chaîne en or récupérée sur le cadavre. Julien répond aussitôt, sous le choc, « Ces bijoux appartiennent à mon père. » Jean-Jacques Roussel, le locataire de la grange et propriétaire des Chezeaux, gît donc sans vie au milieu des débris. La question cruciale se pose maintenant. Quelle est la cause de ce décès ? Cet incendie résulte-t-il d'un malheureux accident ou cache-t-il quelque chose de plus sinistre ? L'autopsie révélatrice. Une autopsie est pratiquée sur le corps de la victime afin d'éclaircir ce mystère. Malgré l'état du cadavre, le résultat est sans appel. Jean-Jacques Roussel a été abattu d'une balle de fusil. L'agriculteur de 57 ans a donc été exécuté alors qu'il venait s'occuper de ses chevaux, à seulement 3 km de son domicile. Cette révélation pétrifie la communauté locale, particulièrement les habitants de Saint-Jacques-sur-Darnétal. Cette commune compte à peine plus de 2000 habitants. La plupart se connaissent et la famille Roussel était très appréciée et respectée dans le village. D'ailleurs, en parlant de famille, où se trouve l'épouse de Jean-Jacques Roussel, Danielle ? La disparition inquiétante de Danielle.
Les policiers ne cachent pas leur inquiétude concernant Daniel Roussel. Julien, le fils, n'a plus de nouvelles de sa mère depuis la veille au soir. La nuit précédente, Julien était sorti avec des amis. À son retour, au milieu de la nuit, il a eu la surprise de trouver la lumière du salon ainsi que la télévision encore allumée. Sur le moment, il n'avait toutefois aucune raison de paniquer. Il avait eu sa mère dans le téléphone dans la soirée et tout semblait aller pour le mieux. Julien s'était dit que ses parents avaient simplement oublié d'éteindre avant de monter se coucher. Il était tard et il ne demandait qu'à rejoindre son lit. Il ne s'était donc pas posé davantage de questions. Une lumière oubliée, cela arrive à tout le monde, mais la découverte de la mort de son père au petit matin change complètement la donne. Introuvable, Daniel pourrait bien être en danger quelque part, blessé, détenu contre son volonté, ou pire encore. Il semblerait qu'une personne se soit violemment prise aux époux Roussel la nuit-là. La course contre le temps. La situation devient gravissime. Jean-Jacques étant déjà décédé, les policiers craignent le pire pour Daniel. Ils organisent d'immenses battues dans les champs et les forêts environnant le domicile familial. L'objectif est de la retrouver avant qu'un second drame n'endeuille la région. Pendant 2 jours, les recherches se multiplient sans relâche mais ne donnent aucun résultat. C'est un événement à première vue sans lien avec cette histoire qui va enfin éclairer le frayable destin des époux Roussel. Et l'intervention nocturne à Bousse. Voilà déjà plus de 48 heures que les policiers ratissent les forêts et les routes à la recherche de Daniel Roussel. Du côté de l'enquête concernant le meurtre de son mari Jean-Jacques, il y a peu d'avancement. Le feu a détruit toute trace d'ADN et anéanti les possibles preuves. Concernant le motif du crime, c'est encore plus incompréhensible. Que s'est-il passé pour qu'un couple ordinaire, sans la moindre histoire, se retrouve plongé au cœur d'un fait divers aussi sordide? La réponse se trouve peut-être sous le nez des policiers. Plus précisément, à Bousse, une petite ville située à seulement 8 km de Saint-Jacques-sur-Darnétal, soit une dizaine de minutes en voiture. Ce dimanche 20 mai à 23h30, Pascal Bic, un gendarme du secteur, patrouille avec son coéquipier. Alors que la nuit promettait être calme, les 2 hommes reçoivent un appel radio. On leur demande de se rendre rue de l'église, car une voiture est située en plein milieu de la route. Un homme vraisemblablement ivre se trouverait à l'intérieur. Et l'affrontement dramatique. Pascal Bic et son collègue arrivent sur place en abattement de cœur. La voiture, une Fiat Uno blanche, est effectivement stationnée sur la chaussée. Les gendarmes ne parviennent pas à voir distinctement le conducteur. Ce dernier semble s'être penché sur le siège passager ou fouiller quelque chose au sol. Néanmoins, il y a bien quelqu'un dans ce véhicule. Prudemment, l'agent Bic s'avance du côté conducteur dont la portière est ouverte. Lampe torche à la main, il demande à l'homme, dont il ne voit toujours pas le visage, si tout va bien. Pour toute réponse, l'inconnu sort de sa voiture, d'où à le gendarme, puis se retourne d'un coup sec en braquant un fusil sur les hommes en uniforme. Les gendarmes s'attendaient à tout, sauf à se retrouver sous la menace d'armes à feu en pleine nuit. La surprise les saisit, mais leur expérience sur le terrain leur permet de ne pas céder à la panique. La scène se déroule en quelques secondes à peine. Pascal tente d'abord de parlementer calmement pour désamorcer la situation. L'individu, d'une stature massive et impressionnante, répond d'une voix tranchante, qui n'est pas là pour bavarder. Les gendarmes comprennent rapidement que la situation est critique. L'homme qui pointe le fusil sur eux paraît plus que déterminé. Désormais, la seule façon pour les gendarmes de se défendre est d'utiliser leurs armes de service. Pascal tend doucement la main vers l'étui de son pistolet, mais il est interrompu par la voix glaciale de l'inconnu. « Si tu fais ça, t'es mort. Je te bute. » Et la situation s'envenime. Le pouls des 2 gendarmes commence à battre à un rythme freiné. Le forcené peut tirer à tout moment. Le collègue de Pascal tente une dernière approche diplomatique. Il s'adresse tout à son tour au conducteur de la Fiat Uno. Ce dernier concentre toute son attention sur ce second interlocuteur pendant une microseconde. Ce temps est juste suffisant pour Pascal de réagir en frappant notre agresseur à la tête avec sa lampe à torche. Malheureusement, l'homme est une véritable montagne de muscles et ne fait même pas mine de s'écrouler. Sa réponse au coup qu'il vient de recevoir est immédiate. Il vise le policier et appuie aussitôt sur la détente. Mais au lieu de la détonation attendue, c'est un petit clic qui se fait entendre. Un petit ressort vient de lâcher dans le fusil et le coup n'est pas parti. Profitant de cet instant de flottement,
Pascal et son collègue se jettent tous les deux sur l'homme pour tenter de le désarmer. Malheureusement, même à 2 contre 1, le criminel prend le dessus et parvient à s'enfuir à pied. Il abandonne toutefois son arme, que les gendarmes réussissent à lui arracher. Et les indices décisifs. L'information est évidemment communiquée à tous les postes de police de la région. Un individu extrêmement dangereux vient de s'enfuir après avoir tenté de tuer un gendarme. La traque est lancée. Mais c'est sur les lieux de la confrontation que les choses deviennent vraiment intéressantes. Dans la précipitation, l'inconnu a abandonné son sac de sport, son écharpe et sa parka. À l'intérieur du sac, les gendarmes mettent la main sur un document peu commun. Un papier officiel signé du juge d'application des peines. Une permission de sortie. L'homme qui a tenté d'assassiner Pascal Bic sort donc de prison. Pire encore, la permission a expiré le 15 avril, ce qui signifie qu'il est en cavale depuis plus d'1 mois. L'identité du fugitif n'est pas longue à établir puisqu'elle figure sur ce document. Il s'agit d'Alfred Petit. Tandis que l'alerte est officiellement lancée, d'autres gendarmes et policiers arrivent sur place pour les premières constatations. Ils commencent logiquement par examiner le véhicule que conduisait Alfred Petit. C'est peu dire que les forces de l'ordre vont s'inquiéter en ouvrant le coffre. Il est maculé de sang. La connexion avec l'affaire Roussel. Une surprise d'une autre envergure attend les enquêteurs lorsqu'ils relèvent la plaque d'immatriculation pour savoir à qui appartient cette petite Fiat Uno blanche. Il s'agit de celle de Daniel Roussel, la disparue qu'ils recherchent sans relâche depuis 2 jours. Ce n'est pas tout. Après vérification, le sang relevé correspond sans le moindre doute à celui de Daniel. Même si le lien entre Alfred Petit et les époux Roussel demeure mystérieux, au vu de la quantité d'hémoglobine présente dans le coffre, le pire est à présent envisagé. Le lendemain, les efforts conjoints de la gendarmerie et de la police finissent par porter leurs fruits. Alfred Petit est appréhendé en pleine nature, entre un cimetière et un champ de colza. Il s'était construit une petite tente de fortune précisément entre le domicile de ses parents et celui des époux Roussel. Sa cavale l'a tellement épuisé qu'il se laisse passer les menottes sans résistance. Cependant, il nie toute implication dans le meurtre de Jean-Jacques Roussel et la disparition de Daniel. Il refuse de répondre à la moindre question et s'enferme dans un mutisme qui ne le quittera plus. La macabre découverte. Ce mutisme persistera même le mardi 22 mai, date à laquelle Daniel Roussel est enfin retrouvé. Comme les policiers et les gendarmes le craignaient, il est malheureusement déjà trop tard. C'est un promeneur qui fait la macabre découverte en marchant de bon matin le long de la Seine. Tout à coup, il s'arrête. Ce qui ressemble à un corps de femme flotte sous ses yeux. Les pompiers et la police repêchent les restes du cadavre de Daniel, qui sera formellement identifié par la suite. Seulement les restes, effectivement, car elle a été méticuleusement démembrée. C'est son tronc que le témoin a découvert flottant sur la Seine. Plus tard, on repêchera ses bras et ses jambes, sa tête, quant à elle, ne sera jamais retrouvée. La cause de la mort ne constitue pas une surprise pour les enquêteurs. C'est un coup de fusil à l'abdomen qui a tué Daniel Roussel. Interrogé, Alfred Petit se déclare encore et toujours complètement innocent. Une prise de position plus qu'audacieuse à la vue des preuves qui s'accumulent contre lui. Non seulement Alfred Petit se trouvait au volant de la voiture appartenant à Daniel Roussel, le coffre rempli de son sang, mais en plus, il s'avère que le fusil de chasse utilisé lors de l'altercation avec les policiers est équipé de cartouches très particulières. Il s'agit de cartouches de la marque Brennecke, d'un lot qui n'est plus produit depuis très longtemps. Or, ce sont bien ces cartouches qui ont été utilisées dans le double meurtre. Dès lors, tout le monde se dit que ce ne sera qu'une question de formalité pour prouver la culpabilité d'Alfred Petit. Mais si vous pensez cela aussi, sachez que le combat n'est pas encore gagné pour la justice. De nombreuses erreurs ont été commises et vont encore l'être au cours de l'enquête qui s'apprête à être menée. Le profil d'Alfred Petit. Pour bien saisir tous les enjeux de cette histoire, il faut d'abord comprendre qui est Alfred Petit. Vous ne serez sûrement pas étonné de savoir que l'enfance d'Alfred Petit n'avait rien de conventionnel. Au moment où il vient au monde, le 16 juillet 1965 à Mont-Saint-Aignan, ses parents vivent déjà complètement repliés sur eux-mêmes. Personne ne connaît vraiment la famille Petit. Le bambin se voit attribuer le même prénom que son père, Alfred. Sa sœur, quelques années plus tard, reçoit le même prénom que sa mère, Victoria. Nous avons donc Alfred et Victoria, parents d'Alfred et Victoria. Pour éviter toute confusion dans la suite de cette histoire, nous parlerons d'Alfred Petit, père, et d'Alfred Petit, fils. Il serait toutefois injuste de ne pas relever le fait que la mère d'Alfred Petit est la seule personne qui démontre un tant soit peu d'affection à ses enfants. Résultat, Alfred, fils, adore sa mère.
À l'inverse, il éprouve une crainte morbide à l'égard de son père. Un père tyrannique. Alfred Petitpère tient toute sa famille sous son joug dominateur. Tout le monde a fort intérêt à se plier aux ordres et aux désirs de ce tyran domestique. Il n'hésite pas à utiliser ses poings pour asseoir son autorité. Il va jusqu'à contrôler l'utilisation de la chasse d'eau et de la douche à la maison. Alfred fils grandit sous un contrôle et une pression constante. Il lui est strictement interdit de se faire des amis ou d'inviter qui que ce soit chez lui. L'adolescent ne développe donc aucune relation sociale. Les habitants de la commune sont parfois témoins de la violence du père à l'égard de son fils. Ils le tyrannisent également lors de leurs rares sorties en famille. Cela crée un climat encore plus délétère qui nuit aux enfants. Tout le monde redoute de croiser ce père brutal et sanguin. D'autant plus qu'il n'exerce pas n'importe quel métier. Alfred Petitpère est agent des compagnies républicaines de sécurité, autrement dit, un CRS. Cette profession contribue à alimenter la crainte de tous ceux qu'il connaissent. La paranoïa familiale. Dès le début de sa carrière, Alfred père explique à sa femme et à ses enfants que le métier qu'il exerce est extrêmement dangereux. Selon lui, beaucoup de personnes pourraient chercher à s'en prendre à lui ou même à eux en guise de représailles. C'est notamment pour cette raison qu'il interdit tous les liens sociaux à Alfred fils et à sa sœur Victoria. Il les garde cloîtrés entre 4 murs dès qu'ils rentrent de l'école. Ce discours, le CRS n'aura de cesse de le répéter à son fils au fil des années. Il exagère toujours plus les menaces qui pèsent sur eux, au point d'en arriver à voir des complots se tramer partout autour de lui. Ses collègues, ses voisins, la boulangère, tout le monde lui veut du mal. C'est dans cette atmosphère de complète paranoïa qu'Alfred évolue pendant toute son enfance et son adolescence. Avec le temps, et sans personne pour le contredire, il finit par être persuadé que son père a raison et que le monde entier en a après eux. Par-dessus tout, Alfred fils développe une véritable phobie de l'uniforme. Qui ne le comprendrait pas? Avec un père qui le martyrise et passe son temps à le frapper en tenue de CRS, il y a de quoi devenir frileux vis-à-vis des représentants des forces de l'ordre. La transformation physique. Le jeune homme continue de grandir et se développe physiquement jusqu'à devenir un adulte à l'allure peu commune. Pour être plus clair, ce n'est pas le genre de personne avec qui vous avez envie d'en venir aux mains. Du haut de son mètre 80, Alfred, petit-fils, est ce que l'on nomme communément une armoire à glace. Il a les cheveux longs, le regard noir et vide à la fois, et un air mauvais sur le visage. Ce physique singulier lui vaut d'ailleurs le surnom de Conan le barbare. Si c'était juste parce qu'il a une carrure d'ours, ce ne serait pas si grave. Le problème, c'est qu'Alfred fils n'a pas mérité ce surnom seulement pour son physique. Il n'a que 19 ans et met déjà le pied dans l'engrenage d'un parcours criminel ultra-violent. Le service militaire chaotique. À l'âge de 19 ans, Alfred petit-fils doit effectuer son service militaire obligatoire, un devoir citoyen auquel jusqu'en 1997, personne ne pouvait échapper sans se voir attribuer une peine de prison ferme. Le jeune homme n'a donc d'autre choix que de prendre sur lui pour baigner quotidiennement dans cette marée d'uniformes jusqu'à ce qu'il ait accompli l'entièreté de son service. Seulement, tout ne va pas se passer comme prévu. Il est affecté à la base aérienne de Mérignac et se trouve en garde de nuit lorsqu'une recrue vient le relever à 2 heures du matin comme convenu. Mais Alfred a alors une réaction inattendue. Il braque le militaire avec son arme. Il expliquera devant le conseil de discipline qui s'était assoupi et qu'il avait réagi sous le coup de la surprise. Malheureusement pour lui, l'acte est trop grave et l'excuse ne passe pas. En guise de sanction, Alfred Petit écope de 20 jours d'arrêt. Plus douloureux encore, il voit sa peine de service militaire allongée de 10 jours. 2 ans plus tard, le voilà enfin totalement dégagé de ses obligations légales. Le premier crime majeur. Il circule tranquillement dans les rues de Saint-Étienne-du-Rouvray, une ville proche de Saint-Jacques-sur-Darnétal. Ce jour-là, 3 policiers en patrouille effectuent des contrôles routiers. Il faut croire que la bonne étoile d'Alfred n'est pas souvent présente, car c'est sur lui que ça tombe. Le souci, c'est que Conan le barbare de Normandie n'était pas en route pour aller s'acheter un paquet de bonbons, mais plutôt pour commettre un gros cambriolage. Comme il faut être minimum équipé pour que le plan réussisse, c'est tout un arsenal d'armes à feu et d'objets suspects qu'il a balancés dans son coffre avant de prendre la route. Ce contrôle inopiné ne l'arrange donc pas franchement. Le voleur n'a ni l'envie que les policiers viennent fouiller dans son coffre, ni de temps à perdre. Aussitôt son véhicule arrêté, il ouvre la portière et saute sur l'un des policiers. Il l'attrape par la nuque en le menaçant avec un fusil à canon scié. Les collègues du gardien de la paix réagissent au quart de tourne. S'ensuit alors une sorte de mêlée chaotique pendant laquelle Alfred parvient à saisir l'arme de service de son otage et tire. Cette fois-ci, l'arme ne s'enraye pas et la balle atterrit dans le ventre du policier qu'il maintient toujours fermement contre lui. L'agent des forces de l'ordre, gravement touché, frôle la mort, mais finit heureusement par se remettre de sa blessure. C'est plutôt une bonne nouvelle pour Alfred, qui après avoir pris la fuite est rapidement appréhendé. Il doit maintenant répondre de faits extrêmement graves, qui auraient pu être bien plus graves si sa victime n'en avait échappé.
Alfred Petit-Fils est mis en examen pour tentative de meurtre et écope de 15 ans de prison. À 21 ans seulement, le voilà déjà condamné à passer une grande partie de sa jeunesse derrière les barreaux. L'évasion spectaculaire. Voilà déjà 3 ans qu'Alfred purge sa peine entre les murs de la prison de Caen. Il en a assez de moisir dans sa cellule alors qu'il pourrait se promener à l'air libre. Alfred veut sortir de là et c'est exactement ce qu'il va faire d'une façon assez spectaculaire. Pour cela, il saisit une occasion particulière, son transfert de la prison vers un hôpital de la région où il doit subir une intervention chirurgicale. Ce n'est pas sur le trajet qu'il va saisir sa chance, mais bien une fois arrivé dans l'enceinte de l'hôpital. Escorté par 2 policiers armés, il est préparé pour le bloc opératoire. Le prisonnier est entravé par ses menottes pendant toute la procédure, mais il ne peut évidemment pas être anesthésié opéré avec ses bracelets au poignet. Juste avant d'entrer au bloc, on lui retire les menottes. Les policiers sont toujours présents, vigilants et attentifs, mais peut-être pas assez. Sautant qu'il a les mains libres, Alfred se jette sur l'un de 2 policiers. S'abat alors sur le dernier un déchaînement de violence extrême. Il le frappe de toutes ses forces et va même jusqu'à tenter de l'entrangler. La suite se déroule comme dans un film. Alfred s'empare de l'arme de service de l'agent qu'il vient de passer à tabac et tire un coup de feu en l'air. Il montre ainsi à tous qu'il sait parfaitement se servir d'un revolver et qu'il n'hésitera pas à tirer sur ceux qui oseraient lui barrer le chemin. Alfred attrape le policier à demi conscient, puis le tire jusqu'à l'extérieur de l'hôpital en s'en servant comme bouclier humain. Il arrête le premier taxi qu'il croise et en le menaçant de son revolver, le prend en otage. Il abandonne le policier sur le trottoir avant de s'évanouir dans la nature. Le problème avec Alfred, c'est qu'il n'est pas vraiment doué pour la cavale. Il ne faudra que quelques heures pour qu'il soit retrouvé par les forces de l'ordre et arrêté. C'est tout de même beaucoup d'efforts, pour quelques heures de promenade. Surtout, cela lui vaudra une nouvelle condamnation de 10 ans de prison, une peine qui s'ajoute à la première dont il n'avait effectué que 3 ans. Les permissions de sortie. De 1990 à 2001, Alfred ne fait plus de vagues. Il semble avoir compris la leçon pendant ses 11 ans de prison. Le juge d'application des peines se montre donc plus clément avec lui. En effet, la majorité des personnes incarcérées, c'est la réintégration au sein de la société. C'est en tout cas un idéal vers lequel tend l'administration pénitentiaire, bien que certaines personnes ne soient jamais libérées à cause du danger qu'elles constituent. Ce n'est visiblement pas le cas de celui qu'on appelait jadis Conan le barbare, ou en tout cas c'est ce que semble penser le juge qui accorde plusieurs permissions de sortie à Alfred. L'ancien criminel semble lui donner raison, car dans un premier temps, tout se passe pour le mieux. À chaque fois, il se présente sagement à la prison en temps et en heure. Il a certes commis une tentative de meurtre, fait preuve de comportements extrêmement violents et baigné dans la criminalité la plupart de sa vie, mais en croit en sa reconversion. Dans le but de favoriser sa réinsertion, Alfred se voit ainsi délivrer une 3e permission de sortie pour le week-end de Pâques. Problème, Alfred Petit a l'interdiction formelle d'entrer en contact avec ses parents. La justice considère qu'ils exerceraient une mauvaise influence sur lui. Durant cette permission fixée à 3 jours, le détenu doit loger dans un foyer désigné à l'avance par le juge d'application des peines. Mais Alfred n'en a rien à faire. La preuve, son père vient le chercher en personne devant la prison, alors même qu'il a l'interdiction formelle de s'en approcher. Alfred père ainsi qu'Alfred fils se rendent tous 2 au foyer où est censé loger ce dernier. Ils déposent quelques affaires, puis ils repartent aussitôt direction le domicile familial. L'occasion est trop belle. Personne n'est là pour l'obliger à se présenter devant le centre pénitentiaire au moment où sa permission de sortie prend fin. Bien évidemment, Conan le barbare ne va pas s'y rendre de lui-même. Le multirécidiviste a réussi à berner la justice en adoptant un comportement irréprochable lors de ses 2 premières permissions. La négligence judiciaire. Lorsqu'un détenu bénéficiant d'une permission de sortie ne revient pas au centre pénitentiaire dans le délai imparti, il est officiellement en cavale. C'est donc officiellement le cas d'Alfred Petit ce 15 avril, au moment où sa permission expire. Un mandat d'arrêt a été mis contre lui le lendemain matin. Et puis, c'est tout. Rien, strictement rien, ne sera mis en œuvre par la justice pour le retrouver. Aucune instruction judiciaire n'est ouverte, ce qui signifie que personne ne se lance à la recherche du détenu. Pourtant, il aurait suffi qu'une brigade de gendarmes se rende chez les parents Petit pour trouver leur détenu en cavale et le ramener à la prison de Val-de-Reuil. Ce déplacement, ils ne l'effectueront que 3 semaines plus tard. Un laps de temps qui a permis à Alfred Petit d'assassiner en toute liberté Daniel et Jean-Jacques Roussel. La raison ? Celui qu'on surnomme Conan le barbare à cause de sa corpulence massive, mais aussi de ses actes criminels violents, n'est pas considéré comme quelqu'un de potentiellement dangereux par la justice française. L'indignation publique. Lorsque le tronc de Daniel Roussel est découvert, l'opinion publique monte au créneau. Des pétitions récoltent des milliers de signatures pour que les lois changent et se durcissent vis-à-vis des multirécidivistes tels qu'Alfred Petit. Car s'il y a bien une chose dont personne ne doute, c'est la culpabilité du criminel de 36 ans.
Quand bien même ce dernier décide de se murer dans un mutisme insupportable, les preuves parlent pour lui. On retrouve non seulement du sang de Daniel Roussel en grande quantité dans le coffre de la voiture qui lui appartenait et qu'Alfred Petit conduisait, mais aussi sur le jean que le suspect portait au moment de son interpellation nocturne à Beauce. De plus, un gant abandonné dans ce même véhicule porte également des traces suspectes. L'extérieur du gant est maculé du sang de Daniel, et l'intérieur comporte des traces d'ADN d'Alfred Petit. Ce n'est pas tout. Le fusil avec lequel Alfred a braqué les gendarmes cette même nuit était chargé avec des cartouches qui ne sont plus fabriquées et qui ont été utilisées pour abattre les victimes. De plus, il est certain qu'il se trouvait dans les parages au moment des meurtres. Un autre agriculteur l'avait en effet surpris dans sa grange, voisine de celle de Jean-Jacques Roussel, mais aussi du domicile des Petits. Il y avait chassé quelques jours avant les crimes. Le refus de coopérer. Malgré ses preuves accablantes en ce qui concerne le meurtre de Daniel Roussel, Alfred Petit se dit innocent. Il refuse d'ailleurs de se soumettre à toute analyse médicale et test ADN. Cela force les enquêteurs à ruser en lui proposant une cigarette et en récupérant le mégot pour obtenir son ADN. Ils peuvent ainsi le comparer aux prélèvements en leur possession, comme celui du gant par exemple. Ce n'est pas tout de même un comportement étrange pour quelqu'un qui n'a strictement rien à se reprocher et qui pourrait ainsi se voir définitivement innocenté. L'ouverture du procès. Le procès d'Alfred Petit s'ouvre à Rouen 2 ans et demi après les meurtres des époux Roussel, le 8 décembre 2003. Les enfants du couple assassiné, Julien et Stéphanie, attendent de nombreuses réponses et ils espèrent surtout que l'accusé consentira enfin à leur donner des explications. Pour l'heure, les enquêteurs ne peuvent qu'imaginer ce qui s'est passé au moment des meurtres. Alfred aurait été surpris par Jean-Jacques alors qu'il se cachait dans sa grange. Il l'aurait tué pour ne pas être dénoncé, tout comme Daniel, qui serait arrivé quelque temps plus tard, s'inquiétant de l'absence de son mari. Sauf que, jusqu'alors, le suspect ne fait aucun aveu et n'a non plus donné le moindre début de mobile, ce sont donc que des suppositions. De plus, elles sont mises à mal par une phrase qu'Alfred lâche devant les gendarmes lors de son audition « Je ne dirai rien parce que je sais très bien que si je vous disais la vérité, je n'aurais plus la moindre chance de sortir de prison un jour. » Une déclaration qui laisse planer l'ombre d'un mobile autrement plus terrible. Malheureusement, dès le début du procès, le criminel annonce la couleur. Il est complètement innocent dans cette affaire et, ne se sentant pas concerné par le double meurtre, ne s'exprimera pas à ce sujet. Effectivement, Alfred Petit ne changera de position durant toute la durée de son procès, même lorsque son père va, dans un étonnant retournement de situation, se retrouver au cœur de la tempête. Le témoin de la dernière chance. Un témoin de dernière minute fait son apparition en clamant ni plus ni moins qu'Alfred Père a aidé son fils à commettre le double meurtre. Ce témoin s'appelle Dominique Lémoviel, et il avait déjà appelé plusieurs fois les gendarmes à l'époque des meurtres pour déclarer qu'il avait vu quelque chose d'important, mais personne ne lui avait jamais prêté attention. Il explique donc qu'il est aussi passé devant la grange de Jean-Jacques Roussel lorsqu'elle était en feu le matin des crimes. Selon lui, il était 6h10 et il aurait aperçu non pas un, mais 2 hommes, quittant le chemin menant à la grange. Le premier a particulièrement attiré son attention car sa démarche était claudicante, un peu étrange. Dominique Lémoviel est certain qu'il s'agit d'Alfred Père. Une certitude réaffirmée lorsque le juge demande à l'ancien CRS de traverser la salle d'audience devant tout le monde pour que le témoin puisse confirmer son identification. L'explosion de violence. C'est un bouleversement de taille qui secoue tout le procès. Face à cette accusation, Alfred Père sort de gond, hurle comme un hystérique et n'hésite pas à insulter et menacer le président de la cour d'assises ainsi que les forces de l'ordre présentes sur place. La police doit l'évacuer manu militari et le procès est renvoyé pour supplément d'informations. L'implication du père dans ces meurtres ne paraît pas si incohérente après tout. On connaît le personnage, ses accès de violence et de rage. Dans les locaux de la gendarmerie, on n'ignore pas non plus son obsession pour les théories du complot le visant lui et son fils. Alfred Père aurait tout à fait pu vouloir aider son fils lors de sa cavale. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait en l'hébergeant chez lui. Mais serait-il allé jusqu'à tuer? Un détail troublant. La question est posée et un détail troublant ressurgit dans la mémoire des enquêteurs. Daniel Roussel a été démembré, mais pas de n'importe quelle façon. Les découpes étaient presque chirurgicales, sans trembler ni hésitation, et surtout sans y reprendre à 2 fois. La tête est d'ailleurs tranchée d'un seul coup net. Ce détail démontre que le coupable a l'habitude d'utiliser des couteaux de boucher et qu'il sait exactement à quel niveau des articulations il doit placer son arme pour les détacher du corps. Cela requiert une dextérité et une habileté qui ne sont pas données à tout le monde. Rien dans le passé d'Alfred Petit-Fils ne suggère qu'il possède ce genre de connaissances. En revanche, devinez qui est en possession d'un diplôme de charcutier, Alfred Petit le père. Il a travaillé en tant que tel avant d'être recruté au sein des CRS il y a déjà des années.
Mais il n'a pas perdu le geste car, depuis toujours, il tue ses propres animaux pour sa consommation personnelle. La perquisition tardive. 5 jours après la demande de report du procès, plusieurs dizaines d'agents de la police scientifique se rendent au domicile des petits pour passer la maison et la voiture à peigne fin. Ils saisissent également les couteaux de boucher du père qui en possède une belle collection. Mais après 3 ans, c'est trop tard. L'espoir d'y retrouver ne serait-ce qu'une microtrace d'ADN appartenant à Daniel Roussel est extrêmement mince. Le mystère aurait pourtant été résolu si le témoignage de Dominique Lémoviel avait été pris en compte et que les couteaux avaient été saisis et analysés juste après les doubles meurtres. Malheureusement, le temps ayant fait son œuvre, cette recherche ne donne rien. Toute la famille Petit, la sœur et la mère y compris, se considèrent alors comme victimes d'un complot monté contre eux. Ils estiment que la justice les persécute. Quoi qu'il en soit, il est bien question maintenant de 2 coupables et non plus d'1. Mais Alfred Petit le père décide d'emporter ses secrets dans la tombe en mettant fin à ses jours par pendaison 1 mois, environ après les fouilles opérées par la police à son domicile. Une lettre d'adieu laissée bien en évidence, dans laquelle il continue à clamer son innocence. Pour certains, ce geste est celui du désespoir lié à l'acharnement judiciaire et à la pression du procès. Pour beaucoup d'autres, il n'est rien de plus qu'une forme d'aveu. Le père n'ayant jamais été condamné et reconnu coupable, Alfred Petit-Fils est de nouveau le seul à pouvoir être jugé pour les meurtres des époux Roussel. Il continue à nier et à se taire au plus grand désarroi de la famille des victimes. Ce silence ne fait apporter encore plus de doutes quant à toute cette histoire. Malgré tout, il est reconnu coupable du double meurtre et finalement condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans. L'épilogue tragique. Conan le Barbare sera incarcéré pendant 5 ans à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy dans les Yvelines, puis il choisira de quitter la vie de la même façon que l'avait fait son père quelques années auparavant. Il met ainsi terme définitif à cette terrible tragédie, à propos de laquelle subsistent de nombreuses interrogations, dont le mobile même du crime. Mais pour les enfants Roussel, ce geste constitue aussi la garantie ultime de ne plus jamais croiser la route du récidiviste. Cette affaire française totalement ahurissante illustre les dysfonctionnements d'un système judiciaire qui a failli à sa mission de protection des citoyens. Elle soulève des questions fondamentales sur la gestion des détenus en permission de sortie et sur la prise en compte des témoignages dans les enquêtes criminelles. Les erreurs commises dans cette investigation ont coûté la vie à 2 personnes innocentes et laissé une famille dans le doute le plus total sur les véritables circonstances de la mort de leurs proches.